Bonsoir les amis, nous sommes le 4 mai 2021 à 20h20 dans 8 minutes, 20h22 exactement. Nous allons commencer ce live. Voilà, vous avez 10 minutes pour partager, pour liker, c'est important, pour commenter, pour nous dire bonjour. Si vous regardez en replay ce 7e épisode du laboratoire d'idées, du laboratoire de récits, où on apprend à scénariser, où on discute sur ce que c'est écrire une histoire pour le cinéma notamment, avec le scénariste Marc Herpoux et avec Fanny. Voilà, si voilà, vous regardez en replay, bah, allez directement à la 10e minute de cette vidéo. C'est à ce moment-là que nous allons précisément commencer. Voilà, d'ici là, nous partageons sur les réseaux. Fanny, éclaire un peu plus ton visage. Marc, éclaire un petit chouïa encore ton visage, parce que là, il y a la lumière du jour qui va disparaître et tu vas être dans le noir. Vous avez donc 10 minutes pour vous mettre au point. Et rendez-vous dans 9 minutes exactement, à la 10e minute de cette vidéo. Et à tout de suite, voilà. Bienvenue à tous. Oui, oui, je vous vois, ne vous inquiétez pas. Voilà, on commence dans 7 minutes. À tout de suite. N'hésitez pas à laisser des petits messages et à prévenir vos amis.
On partage, les amis. Allez les amis, encore 2 minutes. Voilà, on va dépasser un peu ce qui est affiché à l'écran là. Est-ce que vous likez? Est-ce que vous partagez? On se dit bonjour, on commence la discussion. Avez-vous révisé les 6 épisodes précédents? Eh oui, 6 déjà. On s'était bien entraîné pour le dernier et puis on a eu des cafouillages car j'étais à l'étranger. Enfin, à l'étranger, non, j'étais en France, mais en Martinique, en Guadeloupe. Je sais, la vie est difficile et du coup, j'avais pas de connexion valable. Voilà. Donc, on a dû annuler. Je vois qu'il y en a qui me posent des questions là. Donc oui, c'est un grand retour, c'est un grand comeback. On y est. Allez, encore quelques minutes. Voilà, normalement, j'ai partagé à peu près partout. On est bon, les amis. Eh bien voilà, Jimmy est avec nous. Nina, salut, salut, salut. Nina, t'es à Paris, bienvenue à toi. On va commencer. Pas assez de likes, il faut liker. Fanny, si tu peux éclairer ton joli visage, ça serait bien parce que là, t'es vraiment dans l'ombre. Voilà, un truc comme ça, voilà, beaucoup mieux. Écoutez, on est quasiment bon. Il nous reste 1 minute, voilà. Dans 1 minute, on commence. J'espère que vous avez cogité tous les films que vous avez vus en appliquant cette fameuse méthode. Moi, j'arrête pas, ça y est, je suis un pro. On va en parler tout à l'heure. Alors, attendez, bim. Twitter, on est bon. Ben, c'est parfait. Et on est parfait. Désépingler, bam. Eh bien, on est bon. Alors, la musique disparaît doucement dans un fade-out légendaire. Ce fade-out. Marc, il est en train de se marrer. On se moque pas, les amis. Bienvenue à tous. Eh bien, écoutez, hop, j'ai fini. Quitter, bim. Voilà, je suis bon, je suis à vous. Grande joie de refaire un live, ça faisait longtemps. On est à la 7e édition de cette masterclass
voilà, gratuite. Hein, il faut quand même préciser que nous sommes bénévoles de l'aventure de pensée et l'aventure artistique. C'est quand même assez rare dans ces temps où tout se monnaie, d'avoir cette profusion et cette générosité-là. Voilà, et puis Masterclass, ça fait le 7e épisode. Je vous renvoie à la playlist que je mettrai en description de la vidéo, où vous pourrez rattraper votre retard. Je fais monter tout de suite les deux invités habituels. Nous avons, allez, on commence par Fanny. Hop. Fanny, comment ça va? Attends, je te mute, bouge pas, je te démute. Vas-y, c'est bon. Tu vas bien? Très bien. Ça va? Tu testes toujours à fond? Ouais. Tous les jours? Tous les jours. Bon, c'est super. T'as pu regarder des films quand même? Un peu. Un peu, quelques-uns qui traînaient? Oui. Ok, ça marche. Allez, on va inviter Marc. Salut Marc, comment ça va? Oui. Voilà. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Bah, très bien. Écoute, très bien. Non, là en ce moment ça va. En pleine écriture, je continue. Les projets avancent bien, se développent bien. Donc ravi, surtout comme tu disais, en ces temps un petit peu difficiles. Je suis quand même ravi de passer un petit peu à travers les gouttes, on va dire, même si on est toujours impacté d'une manière indirecte, mais pas de manière directe. Donc c'est déjà de la joie pour ça. Ouais, c'est vrai que c'est une période qui frappe le cinéma, les arts vivants, enfin tout quoi. Tout le monde est. Je pense qu'il y aura une boulimie. Je sais pas ce que tu en penses ou ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que si on sort de ça, moi je me fais vacciner vendredi. J'ai l'impression que quand on sortira de ça, on va être dans une soif de fiction. J'espère. Renouvelée, hein. J'espère. Surtout après sortie salle, parce qu'en fait, tout ce qui est télé, Netflix, tout ça, au contraire, ça roule parfaitement. On en a ras-le-bol. Ouais, c'est surtout le côté salle, le théâtre, concert et tout ça. Et je pense que, oui, je pense qu'il va y avoir un vrai désir de se retrouver. Je sais que moi, déjà, les restos et les bars, qu'est-ce que ça me manque. Donc, déjà, rien que ça, voilà. M'étonne. Fanny, comment toi, tu vois la suite? Quand ça va reprendre, si ça reprend? J'espère que ça va reprendre. Ouais. T'as une soif de fiction? De fiction, le truc, c'est que je trouve personnellement, je suis beaucoup enfermée et donc je lis beaucoup, je regarde beaucoup de films et donc j'ai plus soif de voir des gens que de fiction, en fait. Mais fiction, aller au cinéma, aller au théâtre, sortir pour aller voir avec des gens. En fait. C'est ça. C'est un autre rapport, en fait, à la fiction. C'est un rapport qui est plus de partage parce que là, c'est plus individualiste. La façon dont je le vis. Ouais, tout à fait. Alors, mes amis, grande joie de vous retrouver. On va reprendre un petit rythme hebdomadaire si vous voulez bien. Donc, je résume un tout petit peu. On a vu 4 dimensions pour analyser un peu un scénario, 4 dimensions essentielles. On utilise un code, le code Matt-Caliné. Vous avez en description de quoi aller voir un peu ce code. Voilà, tout est en description. C'est un code. Alors, on parle de dimensions. En l'occurrence, on n'est pas encore dans ce qu'on appellera les sens ou les flammes. Là, on parle des dimensions. Il y a 9 dimensions. Voilà. Et ce code permet comme son nom l'indique, de coder. Je vous le mets juste là. Je résume, mes amis. Donc, vous restez avec moi, bien sûr. Voilà, je le mets là. Donc, regardez bien. Vous avez 9 dimensions. Les lignes du haut, c'est tout ce qui est social à l'extérieur. La ligne du milieu, CEG, qu'on dit SEG, c'est le relationnel. Et puis la ligne du bas, DIB, c'est l'intériorité, ce qui se passe dans le sujet. La colonne de gauche, c'est ce qui vient du passé, ce qui a été forgé dans le passé. La colonne du milieu, c'est ce qui est dans le présent. Et la colonne de droite, c'est ce qui tend vers le futur. Alors à partir de là, avec Marc, on a vu qu'il y a au moins 4 dimensions pour spécifier un scénario. Et il faut que vous soyez très clair sur ces 4 dimensions-là. La première, c'est quel est le sujet, en fait, de votre film, quelle est l'action centrale, celle qu'on voit péter à l'écran. Donc, par exemple, je m'amusais à faire avec un film que j'aime bien, Dernier train pour Busan. Je ne sais pas si vous avez vu ce chef-d'œuvre du film de zombies. Eh bien, pour moi, l'action centrale, c'est protéger la petite fille qui risque d'être bouffée par les zombies, c'est le père et la fille. Marc, tu me diras après ton analyse. Et donc, pour moi, c'est complicité. C'est vraiment comment je sauve ma fille et comment je me protège des zombies qui peuvent me toucher. On est vraiment dans la complicité. Ensuite, la deuxième dimension, c'est la dimension qui va poser problème. C'est-à-dire que
l'action centrale nous précise un peu le film, mais il y a un problème qui est posé. Et pour Dernier Train à Busan, on a vraiment l'aventure, hein, la dimension en haut, là, le A que vous voyez. Hein, aventure, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des zombies qui sont là et il faut sauver sa peau. Et donc, ça va le dingue dans tous les sens. Et le problème, c'est qu'il y a des zombies et qu'on ne peut pas survivre tranquillement et que ça pose un gros problème. La troisième dimension, c'est toujours la guerre. Alors, je vais toujours, moi, noter ça comme ça. Je pense que la guerre, à ce moment-là, en troisième position, c'est bien de la mettre. La guerre, c'est le G que vous voyez. Il faut toujours qu'il y ait une tension, un but, une projection dans un effort. On doit essayer quelque chose, sinon il se passe rien et on s'ennuie. Il y a eu des très bons moments dans nos lives où Marc nous a raconté l'ennui qui vient quand il se passe rien, quand il n'y a pas de drame, de trauma, de choc, de négatif. Voilà. Et puis, donc là, la guerre, elle est partout dans tous les scénarios, vous avez la guerre. Et puis, la quatrième dimension indispensable, c'est la dimension évolutive. Alors, j'ai oublié la problématique. Attends, Marc. L'aventure, oui. Oui, c'est ça, exactement. Donc, la dimension évolutive, qu'est-ce que c'est? C'est une dimension où le personnage principal, si on prend le cas d'un personnage principal, va évoluer, passer d'un état à l'autre tout au cours du film. Et pour le Dernier Train à Busan, j'ai l'impression que c'est, alors là c'est compliqué, peut-être c'est compliqué. Hein, je crois que c'est le désir du père qui change. C'est un truc centré sur le peut-être le désir. C'est assez intérieur parce que bon, on va pas spoiler le film, mais voilà, énergie ou désir, j'hésite. Ouais, ouais, Par rapport à sa fille. ouais. Tu penses que c'est l'énergie? Ouais, je pense. L'énergie par rapport à sa fille. En tout cas, je suis d'accord avec ce que tu as fait. Ouais, C'est tout à fait ça. ouais, L'éruption des zombies, ça c'est l'aventure. Alors ça c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de films d'action où l'aventure, donc le conflit externe au présent, vient en fait de l'adversaire ou de l'antagoniste et n'est pas forcément quelque chose qui vient du... Voilà, il y a la même idée avec la guerre des étoiles, où c'est l'attaque de Dark Vador, donc l'aventure est projetée par Dark Vador, c'est lui qui amène en fait l'aventure, et donc c'est lui qui amène la problématique, et donc voilà, donc bonne... tout à fait, Alors j'ai vu la suite avant-hier, la suite c'est Peninsula, je sais pas si tu l'as vu. Non, pas du tout. Alors c'est un peu plus décevant parce que de ce qui était génial dans Dernier Train pour Busan, c'est qu'on voit l'arrivée des zombies, on la comprend pas au début, c'est pas balisé, c'est un nouveau phénomène. Fait, ouais. Tu vois, donc en plus c'est un huis clos avec le train, c'est hyper angoissant. Et puis il y a cette petite fille à mourir, vraiment où on se dit mon Dieu comment on fait, et on se met tout le temps à leur place en disant comment faire, qu'est-ce que je ferais à leur place, qu'est-ce que je ferais à leur place. D'ailleurs il y a des camps qui se mettent en place. Il y a ceux dans le train. Donc Fanny, si tu connais pas le film, c'est simplement des zombies qui contaminent un train et il faut arriver à Busan. Donc on est dans un train qui va se zombifier au fur et à mesure, puisque c'est hyper contagieux. Tu te fais mordre par un zombie, tu deviens toi-même zombie. Et du coup, le truc est très fort, c'est que il y a des humains qui disent, des humains, ouais, enfin il y a des personnes qui disent il faut chacun pour soi, chacun pour soi. Donc c'est toute la philosophie du voilà, tant pis si les autres crèvent, on sauve chacun sa peau, l'égoïsme généreux, on est dans du Bentham, on est très dans le néolibéralisme. Et puis il y en a au contraire, ils misent sur la solidarité. C'est très beau, il y a une dimension vraiment politique quasiment, de fable politique là-dedans. Alors que dans Peninsula, on est vraiment dans un film d'action. Il y a des zombies, il y a des vagues de zombies entières. La voiture roule dessus, et c'est Mad Max. C'est Mad Max. Il y a des survivants depuis 4 ans qui ont survécu. Ils ont créé une base. Et puis il y a des gentils et des méchants. Donc les méchants survivants, c'est vraiment Mad Max. Hein, c'est la loi du plus fort, pyramidale, une sorte d'empire avec un roi. Walking Dead, quoi. Comment? Ouais. Walking Dead. Exactement. Et puis il y a les gentils qui survivent avec évidemment des enfants, mais on perd complètement. On perd complètement cette l'action centrale, c'est aventure. La problématique, j'ai presque envie de dire que c'est aventure, mais tu vas me dire non, Marc, parce qu'on ne prend pas la même. Mais ça peut être. Il y a plein de zombies de partout, faut sauver sa peau, machin. C'est énergie. On a la guerre, et puis dimension évolutive. Il y a un mec qui est traumatisé, qui va se détraumatiser parce qu'il va être généreux dans son action. Et donc, ça va être un truc peut-être d'harmonie aux yeux des autres. Ou si c'est interne, ça peut être désir aussi. Ça peut être un truc sur le mec qui...
Bon, j'ai assez parlé, on n'a pas de temps à perdre. Marc, j'ai envie de te poser la question, quelle est la suite du programme? On est clair avec ça, comment tu vois les choses? Et puis, Alors, des remarques, n'hésite pas. oui, je voudrais quand même, je vais juste refaire un petit récap un petit peu différent de ce que tu as fait pour introduire en fait la suite. Et je voudrais pas l'introduire comme ça de manière un peu violente, on va dire ça comme ça, ou un peu de but en blanc. En fait, là, ce que tu as traité, c'est les 4 dimensions, pour moi, indispensables pour qu'une histoire puisse se développer et avoir du sens avec un début, un milieu et une fin. Donc là, ce que je voudrais qu'on voit, c'est en fait 2 dimensions qui vont donc là seront elles facultatives, elles ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire que les 4 là sont indispensables. Si tu en enlèves, il se passe quelque chose. Il y a soit ça manque de conflit, soit ça manque de sens, soit ça manque d'affect. Enfin, il manque quelque chose. Ou alors après, on peut le faire exprès. Et là, faut être très malin. Je pense à des Gus Van Sant, des gens comme ça qui font exprès d'enlever des choses pour aller vers une forme de minimalisme ou quoi. Mais là, c'est conscient, c'est pas du tout une forme d'incompétence. Mais après, il y a des dimensions qui peuvent être rajoutées, qui seront facultatives. Et donc voilà, il y en a 2 que j'ai relevées, qui reviennent, qui peuvent revenir régulièrement, en tout cas assez souvent dans les films. Et donc voilà, on verra. Je les analyserai avec 2 films. Alors là, tout le monde les a vus, donc comme ça, je suis tranquille. Ah, c'est bien, c'est bien. La Guerre des Étoiles et Titanic. Ouais. Voilà, il y a peu de chance pour que les gens l'aient pas vu. Les amis. Moi. Fanny, tu m'entends? Oui. Donc voilà, je les analyserai avec ces 2-là et en quoi ces dimensions ont été ajoutées et en quoi elles enrichissent, en quoi elles sont devenues indispensables parce que l'histoire exige ces dimensions-là. Et avant, je voulais vraiment, juste pour même ceux qui prennent un petit peu le train en route, ça sera pas mal de revenir d'abord sur de pouvoir résumer les dimensions dont tu as parlé à une phrase. C'est un pitch, c'est l'histoire d'un personnage qui rencontre un problème, rencontre une problématique, fait quelque chose pour résoudre cette problématique, et il le fait, alors certes, pour la problématique, par rapport à la problématique, mais aussi pour résoudre, pour atteindre quelque chose. Voilà, je dirais plutôt pour atteindre quelque chose. C'est-à-dire qu'il a un plan en tête, il vise quelque chose. Et donc, d'où là, on voit les 3 dimensions. C'est l'histoire de quelqu'un qui rencontre un problème, qui rencontre une problématique. Donc ça, c'est une dimension. Et qui fait quelque chose, alors de physique ou d'intellectuel. C'est là que ça va dépendre si on va être Andib ou Andib intellectuel ou en AF physique, voire relationnel. Ça peut même être en SEG. Voilà. Il fait quelque chose, mais faire quelque chose, c'est pas forcément physique, hein, ça peut être vraiment se souvenir de quelque chose, ça peut être combler un désir particulier, ça peut être, peu importe, penser, ça peut être, voilà, ça peut prendre des formes qui peuvent être, encore une fois, endibles, et pas forcément, ça peut être tisser des liens, etc., etc. Mais il y a l'idée de faire. Donc, il y a vraiment l'idée de quelque chose d'actif. Le protagoniste doit être actif d'une manière ou d'une autre. Il ne doit pas se retrouver passif, c'est-à-dire qu'il vaut mieux parler de quelqu'un qui fuit et qui a donc, par exemple, un plan pour ça, qui a une idée très claire de ce qu'il doit faire pour fuir, plutôt que de quelqu'un qui est pour chasser. Dans l'idée il y a un protagoniste fuit, il y a l'idée d'une action proactive. Dans l'idée qu'il est pour chasser, il y a l'idée de quelque chose où le personnage va se débattre, et là, ça risque de manquer de ligne. D'où l'importance de guerre. C'est-à-dire qu'il agit pour quelque chose. Voilà, donc il y a la dimension qui est la problématique, il fait quelque chose dans l'idée de résoudre ce problème pour atteindre, parce qu'il vise quelque chose. Voilà, donc là, les 3 dimensions clés, et en faisant quelque chose, c'est important, en faisant quelque chose, il y a la situation va évoluer, ou le protagoniste va évoluer par rapport à la situation. Et les 2 sont possibles. Soit il fait évoluer la situation en agissant,
donc elle n'est pas la même au début qu'à la fin, soit c'est lui qui évolue, la situation le fait évoluer. La situation, elle va quasiment pas changer, mais lui, par contre, va plus du tout la regarder de la même façon. Je sais pas si c'est un bon exemple, mais on parlait, enfin, je mentionnais Walking Dead, je trouve que les saisons, moi je me suis arrêtée à la saison 3, je crois, parce que justement, à la fin, enfin, dans ces saisons-là, au début, le personnage principal a pour guerre de retrouver sa famille, en fait, ça va être le but. Et en fait, à partir de la saison 2, eh ben, on le poursuit, c'est-à-dire qu'il est poursuivi par des zombies, mais ils font que, même pas fuir, en fait, ils font rien. Je trouve que la saison 2, il se passe rien, ils sont en train de se protéger, ils sont que dans la survie, en fait. Mais la survie perpétuelle, je trouve que il y a un côté statique, malgré l'arrivée de zombies, etc. En fait, il y a beau avoir de l'action, c'est très AF, en fait, comme série, mais je trouve qu'il n'y a pas de problématique réelle au bout d'un moment, ni de guerre réelle à part la survie. Je sais pas si. Alors, je suis d'accord avec toi un petit peu sur la saison 2. Après, les choses, déjà en saison 2, ils implantent un petit peu en deuxième moitié ce qui va suivre et qui fait que pour moi, j'ai continué quand même à la regarder jusqu'en 7, je crois. Parce que le pour, il devient, alors là, pour le coup, social-politique, en tout cas politique. Il s'agit de faire des choses pour construire une utopie, un monde meilleur. On n'est plus dans le pur survival qu'il y a en effet dans le 2 et qui rend la chose un petit peu ennuyeuse dans la 2. À partir des autres saisons, à chaque fois, il y a l'idée, alors bon, on aime ou on n'aime pas, il y a l'idée de décliner des utopies qui vont sans arrêt échouer. Et voilà. Bon, alors avec derrière un fond qui est les utopies vont échouer parce que l'homme fondamentalement est mauvais d'une manière ou d'une autre, il est un peu corrompu, il est un peu et la violence ressurgit. C'est-à-dire qu'il fait jouer la problématique qu'il pose est toujours la même, c'est utopie versus violence, avec cette idée que la violence à un moment ou à un autre contamine l'utopie. Alors elle vient de l'extérieur toujours parce que c'est les zombies, mais en réalité, ce qui intéresse l'auteur, c'est de dire, ok, elle transpire d'une manière ou d'une autre, même si elle vient des zombies, c'est pas les zombies qui sont en fait les plus terrifiants, c'est les hommes à l'intérieur de leur utopie qui vont en fait de toute façon, encore une fois, échouer. On se rend compte dans la saison 2, en fait, petit à petit, on se rend compte que les êtres humains, c'est eux, en fait. C'est ce qu'ils essaient d'amener. Parce qu'en fait, ça crée des tensions entre les groupes. Mais je trouvais que les personnages, alors je sais pas, c'est un moment donné dans le live, on va revenir aux personnages, mais pour moi, le plus gros problème de Walking Dead, c'est non seulement ça, que dans la saison 2, je me suis dit peut-être que je vais continuer en saison 3, mais pour moi, à la fin de la saison 2 était rédhibitoire parce que je trouvais que les personnages ne se tenaient pas. Il y avait des évolutions trop rapides en fait des personnages, ça faisait des sortes de sauts, du coup je les trouvais pas assez cohérents. Et, t'as trouvé, d'accord. Ouais. J'ai pas été aussi. Vu, moi. J'ai pas été aussi dur. Je trouve que ça, ça se répète, mais ça c'est le propre d'une série, donc on aime ou on n'aime pas la répétition de la chose de toute façon. Mais c'est-à-dire que si t'aimes pas plus que ça l'univers, et le fait qu'il se répète, c'est un petit peu, voilà, tu vas lâcher vite. Mais je suis moins dur que toi, mais je peux comprendre. De toute façon, on est dans des archétypes très très forts avec la BD. On est dans des archétypes très très forts. Donc on est peu en dib. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est AF, Seg et puis s'il y a de la place, quoi. On va en parler. Donc voilà. Donc d'avoir cette idée au début pour que tout le monde reprenne bien le truc. La problématique est posée au début. Ok, elle est posée au début. On démarre avec ça. On démarre avec la dimension problématique. Ensuite, on tend au milieu, ce que tu disais tout à l'heure, Vincent, on tend au milieu, c'est le sujet. On tend dans l'action centrale. C'est l'action centrale qui devient le milieu, qui est le cœur même de l'histoire, et qui vise. Donc, il y a toujours ce faire pour quelque chose, qui vise guerre. Je voudrais revenir d'ailleurs sur le terme parce qu'en fait, il est très intéressant. Ouais. Parce qu'il y a, et je me souviens que dans la version anglaise, tu avais mis goal, G pour goal, et en fait, les deux collent super bien, dramaturgiquement parlant, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que tu as à la fois, ça vise quelque chose, donc goal, qui sera atteint ou pas à la fin. Donc, guerre va être à la fin, si la dimension centrale est au milieu. Guerre est toujours résolue à la fin, c'est quelque chose qu'on propose au début, parce que sinon, il n'y a pas d'action centrale. C'est-à-dire que l'action centrale est là pour quelque chose, mais guerre, il faut vraiment le penser à la fin. C'est-à-dire que soit c'est résolu, donc le but, goal, le but est atteint, soit il n'est pas atteint,
Mais qu'il soit atteint ou pas atteint, ça doit se passer sous la forme d'une guerre. Voilà, j'insiste là-dessus. Troubi dit The Battle. C'est la même idée. Hein. C'est vraiment, on est à la fin, ça ne doit pas être facile à avoir. Sinon, on se dit, ça fait longtemps que ça aurait dû bien se passer. Donc, il y a une action centrale qui vise pour, il y a une action centrale qui veut quelque chose pour, et à la fin, c'est atteint ou pas atteint, mais il doit y avoir l'idée de guerre. Donc, j'aime bien les deux termes, en fait. Hein, il y a, en effet, là, il y a écrit défi, goal, guerre. C'est vraiment là, à la fois dans la relation tendue vers le futur, donc vers un suspense. Et c'est résolu à la fin. Donc, il y a ces trois problématiques, ces trois dimensions qui tissent début, milieu, fin. Et donc, on peut vraiment les voir comme ça. Hein. Du coup, ça facilite énormément le travail intellectuel, hein, de réflexion, de se dire ma problématique. Marc, comprenne bien. Résume un peu ce que tu apportes en plus, là, parce que là, je me noie, moi. La problématique, elle doit être posée au début. Si on prend le train pour Busan, ouais. Hein, les zombies, c'est au début. Okay, ouais. La problématique, c'est quelque chose qui doit être au début. La dimension problématique, elle doit être au début. D'accord. Ça doit être posé au début. C'est pas un truc qui doit arriver au milieu. Ok, donc aventure, par exemple. Voilà, par exemple, la aventure. Bam, allez, hop, de suite, tu vois, tu démarres avec ça. Voilà. D'accord, ok. Alors, je dis pas que c'est la première scène, mais en tout cas, c'est le premier acte. Ouais. Okay, voilà. Ça doit pas arriver en acte 2. C'est le premier acte. Ouais. La problématique, c'est le premier acte. La dimension centrale va découler de la problématique. L'action centrale va découler de la problématique. D'accord. C'est parce que le problème qu'il fait. D'accord. Parce que le problème que le personnage fait. Ok. Donc là, ça va prendre tout le milieu de l'histoire. L'action centrale va prendre tout le milieu de l'histoire. C'est complicité. Voilà. Bon. Et on fait ça pour. Ce que l'on fait, c'est pour. Donc là, l'idée, ça serait pour atteindre Busan. Ouais, donc guerre. Essayer de s'en sauver, voilà. Et donc, est-ce que le personnage va réussir à atteindre Busan avec sa petite fille avant de se faire bouffer par les zombies ou pas? Voilà. Et donc ça, c'est la fin. Et c'est la fin, et ça doit être la guerre. Et pour le coup, dernier train pour Busan, la fin, c'est il n'y a plus qu'un pauvre wagon. Enfin voilà, c'est vraiment la guerre. Donc tu dis que on commence problématique, ensuite action centrale, ensuite guerre, et que ça correspond à une chronologie en 3 temps. Voilà. Le début, le milieu et la fin. Oui, c'est énorme. Exactement. C'est énorme. Exactement. Et donc la guerre, oui, on en parle avant. C'est-à-dire atteindre Busan, on en parle bien avant, mais c'est résolu à la fin. C'est pour ça que la guerre, il faut vraiment le voir à la fin. Il faut le voir à la fois, c'est implanté au début comme goal, et c'est résolu à la fin comme guerre. Le G fonctionne bien dans les deux sens. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je voulais vraiment clarifier. C'est vraiment du théâtre classique, quoi. C'est Boileau, hein. Quand un lieu, quand un temps, un seul fait accompli, tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli, quoi. Voilà. Alors, sauf que là, on n'est pas obligé en un lieu, en un temps, quand même. Mais là, c'est vrai que parce qu'en fait, Boileau, il dit ça par rapport à Aristote sur l'unité d'action. Voilà. Et c'est l'unité d'action. Ouais. Pour le coup, c'est vrai que quand tu quittes l'unité d'action, tu le fais, mais tu vas perdre un certain public, il faut le dire quand même. Hein. L'unité d'action est quelque chose qui maintient énormément, qui amène une colonne vertébrale. Et l'idée de faire, donc moi, la façon dont je le traite, l'unité d'action, c'est de faire dialoguer les 4 dimensions entre elles, de les faire pleinement dialoguer. C'est-à-dire que la problématique, l'action centrale découle de la problématique, vise quelque chose, et à la fin, qu'elle soit atteinte ou pas, il doit y avoir un conflit conséquent. D'où l'idée de ramener guerre. Et donc, 4e dimension importante, c'est de penser donc quelle est la situation de cette dimension au début, donc on pourrait presque dire avant la problématique, et quelle est la situation de cette dimension à la fin, donc au moment de la guerre, pour le dire comme ça. Voilà. Et là, il doit y avoir quelque chose qui a bougé. S'il n'y a rien qui a bougé, alors, on peut faire des histoires où rien ne bouge, mais alors, encore une fois, pour rester dans le classicisme, hein, le spectateur doit pouvoir se dire, ça aurait dû bouger, ça aurait dû évoluer. L'inertie est un effort, en fait. Voilà, exactement. Et en fait, ça n'a pas évolué. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, hein, les deux, hein, ça peut très bien, ça n'a pas évolué, c'est tant mieux. Putain, on est sauvé de quelque chose. Ou alors, ça aurait dû évoluer et ça n'a pas évolué et du coup,
ben voilà, il y a quelque chose. Mais dans tous les cas, de toute façon, donc on doit traiter cette dimension évolutive, qu'on la fasse évoluer ou qu'on refuse de la faire évoluer. Le spectateur, on doit la traiter parce que le spectateur doit se dire quelque chose aurait dû évoluer. Et donc là, après, évoluer, ben, comme je le disais tout à l'heure, soit on fait évoluer la situation et le protagoniste, lui, n'évolue pas, mais il doit être quand même, encore une fois, comme il a été actif, si la situation évolue, c'est quand même pour qu'il y ait pour quelque chose, parce que sinon, ça fait un petit peu, encore une fois, le truc passif, c'est-à-dire que ça a évolué sans lui, donc pas grand intérêt qu'il ait agi. Donc ça doit évoluer grâce à l'action centrale. Hein. La dimension doit évoluer grâce à l'action centrale, donc grâce à ce qu'il a fait. Ou alors sinon, c'est lui qui a évolué. C'est pas la situation qui a évolué, c'est lui qui a évolué. Et donc ce qu'il a fait dans cette situation, qui peut du coup, elle, ne pas avoir bougé, lui a changé son regard, a changé son point de vue, a changé quelque chose par rapport à ça. Si, encore une fois, rien n'a évolué, alors il faut dire que quelque chose aurait dû évoluer. Parce que s'il n'y a rien évolué et que rien n'aurait dû évoluer, on se demande bien pourquoi on nous raconte quelque chose. Il y a une idée de film qui me vient, je crois qu'il est sur Arte en ce moment, mais j'avais vu au cinéma, c'est un film danois qui s'appelle The Cop. C'est un huis clos. Il est génial. Il faut le regarder. Je crois qu'il est sur Arte, j'ai vu qu'il était sur Arte. C'est un film vraiment, je vous conseille de le voir, c'est un huis clos, c'est un flic au téléphone, donc c'est un film d'action mais avec un flic au téléphone. Oui, j'ai vu l'extrait, oui. Ouais. En fait, c'est vraiment intéressant parce que en mode, comment en étant enfermé seul au téléphone, eh ben, il y a quelque chose qui évolue. Mais je vous dis pas ça, c'est le personnage qui va évoluer. Bien sûr. Et en fait, mais il évolue, bien sûr, mais en interaction, mais une interaction qui est intéressante parce que c'est une interaction qui est celle d'un roman, en fait. Quand on lit, on imagine la scène. Là, il est au téléphone, on imagine des scènes qu'il ne voit pas. Et il se passe rien quasiment à l'écran, quoi. Mais il y a une tension narrative qui est liée à la fois à ce qui va se passer, qui est en AF. On est en même temps dans le DIB parce que l'évolution est DIB, mais en fait, l'action est située dans le AF. Il y a un côté comme ça. Bon, après, il faudrait que tu le vois pour me dire si j'ai tort de l'interpréter comme ça. Ouais, j'ai eu la sensation que le plus important est en seg comme ça, de ce que j'ai vu, c'est-à-dire dans la relation entre le flic et la petite fille au téléphone. C'est pas AF parce que il y a un côté AF qui est un peu le truc qu'on peut se dire à la fin sur le système policier en fait, donc le système judiciaire également, mais tout se passe en sec dans les interactions au téléphone et en même temps en DIB parce que l'évolution est DIB et seg en même temps, enfin très intriqué là. Oui, voilà. Ouais, comme ça, j'avais plus la sensation parce que si tu veux voir un film en fait où c'est plutôt AF-SEG sur la même thématique, qui s'appelle The Call. Donc The Call, voilà, tu vois, c'est le même truc. Et alors là, c'est beaucoup plus. Je l'ai vu dans une voiture, non? Voilà, c'est ça. Vu, beaucoup plus ricain, beaucoup plus action. Je le trouve moins bien. Moi, je le trouve. Je les ai vus. C'est plus action suspense. Ouais. Je vais regarder. Ouais, mais c'est plus américanisé en fait. Il y a un côté, bien sûr. Mais c'est pas mal. Passionnant. Alors, donc on prend l'exemple de quoi, du Titanic? Alors, d'abord, je vais d'abord parler des deux. Ah oui, des deux facultatives. Voilà, des deux dimensions facultatives, et ensuite on va s'amuser avec la Guerre des Étoiles et puis Titanic, mais. Alors j'ai du problème pour afficher les youtubeurs, je sais pas pourquoi, mais je vous vois les youtubeurs, hein. Il y a beaucoup de monde, mais je peux afficher que voilà, il y a un petit bug dans ma machine. Quelle maîtrise de la part de Fanny et de Marc, ça fait plaisir à entendre cette belle vivacité, dit Dorine. Voilà. Merci Dorine. Alors, on t'écoute. Donc là, l'idée, donc les deux dimensions, qui peuvent s'ajouter ou pas, j'insiste donc sur la dimension facultative. Ça va être l'intrigue B, voilà. Et puis ce que j'appelle, je ne sais pas trop comment l'appeler, la dimension complémentaire. On verra à quoi elle va se référer. Intrigue B, laisse-moi deviner. À tous les coups, ça va être, il y a l'intrigue A qui est l'intrigue principale, donc une intrigue annexe. Voilà, c'est ça. Le plan B, quoi, ce qui se passe en parallèle et qui va tricoter avec la A. J'imagine que l'intrigue C, pour toi, c'est trop. C, ça fait tout neuf. On verra, c'est pas impossible. Il peut y en avoir. Voilà, exactement. Et l'autre, tu dis que c'est quoi? L'autre, je l'appelle pour l'instant dimension complémentaire. Ça, tu peux pas deviner parce que bon, voilà, pour l'instant, je sais pas trop comment l'appeler, mais on va voir. C'est une dimension qui colore un petit peu
les scènes. Voilà, on verra que c'est pas de l'intrigue B, justement, c'est autre chose. Ok. Donc, l'intrigue B, en effet, c'est une action. Donc, comme l'action centrale, c'est une action. Donc, le protagoniste fait quelque chose, mais il fait quelque chose d'autre. Il fait une deuxième action. Par rapport à l'action centrale, il fait une deuxième action. Attention, cette action n'est pas parallèle. Voilà. Et donc, j'insiste vraiment là-dessus, parce que si on part sur des actions parallèles, donc ça, c'est ce qu'on verra plus tard, on va rentrer dans le film choral. Donc ça, on rentrera ça plus tard. On fera ça, ce sera la prochaine séance, si vous le voulez. Ouais. Pour parler un peu des différents films choraux, des différentes couleurs que peut avoir le film choral, et comment on gère ce qu'on est en train de voir là, si on est dans du choral. Comme ça, moi j'adore parce que là on en est quand même à la 7e séance, on parle toujours pas de flamme et ça m'éclate. On peut passer des heures, parce que c'est des heures qu'on vient de passer uniquement sur les dimensions et voilà. Donc c'est juste comme ça m'amuse, je viens d'y penser, je me dis il y a plein de gens qui attendent les flammes, mais alors quand c'est parce que tout le monde parle toujours des flammes avec le phénix, et ben voilà, on peut passer des heures comme moi, comme un con devant 9 cases à gamberger sur 9 cases, voilà. Donc, du coup, oui, en fait, l'action, elle est subordonnée, donc elle n'est pas parallèle. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple. Si on est sur une chasse au trésor, ça, c'est l'action centrale. Voilà, on est sur une chasse au trésor. L'action centrale, donc, c'est trouver le trésor. Bon, voilà. Donc là, on est en fruit. Par exemple, Fool's God. Fool's Gold, avec… génial, des chats. J'ai pas vu. Fool's God, génial. Les fous de l'or, une chasse au trésor, une chasse à l'épave. D'accord. Voilà. Ok, voilà. Donc du coup, tu vas avoir, tu vas avoir cette action centrale. Imaginons que tu aies envie, donc je vais aller dans les bons clichés, que tu as envie de faire une histoire d'amour à côté. Bon, why not? Donc ça va être une autre action qui doit venir compléter l'action centrale. Le danger, donc, de faire une intrigue B qui n'est pas une intrigue B. Excuse-moi, juste, Fool's Gold, c'est un film de Andy Tennant, voilà, 2008. Voilà, non, juste, voilà. Excuse-moi, vas-y. Je t'en prie. Donc, tu vas avoir cette histoire d'amour qui va venir, donc, justement, en parallèle, je fais exprès, donc, il y a quelque chose qui n'est pas très réussi. Voilà, imaginons que, donc, notre personnage principal tombe amoureux, peu importe, d'un homme, d'une femme, et puis, donc ça, on implante ça au début, et puis ils continuent à se voir, et ça n'a pas de rapport avec la chasse au trésor. Donc le personnage n'a pas de rapport avec la chasse au trésor. Bon, ils continuent à se voir, tout ça, machin, ils s'apprécient, tout ça, blabla. Au milieu, on continue à avoir cette relation qui se tisse entre le protagoniste et puis la personne amoureuse, et aucune relation avec la chasse au trésor. Et puis ça se termine, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, aucune relation avec la chasse au trésor. Bon, là, c'est juste mal écrit. C'est juste mal écrit, pourquoi? Parce qu'en effet, là, on retrouve Boileau, comme tu disais tout à l'heure, un seul fait soit accompli. Même s'il y a une autre action, dans le classicisme, elle se doit, cette autre action, de dialoguer et d'avoir un pur rapport avec l'action centrale, parce que l'action centrale… Il a envie d'arrêter la chasse au trésor pour se mettre avec la meuf. Voilà. Il faut que la meuf l'aide dans la chasse au trésor. Voilà, l'action centrale est le sujet. Donc, si tu commences à faire un truc où il tombe amoureux, tu fais du hors-sujet. Mais si ça rejoint la chasse au trésor, alors du coup, ça vient enrichir le sujet. Donc là, du coup, ça a tout son sens. Et donc là, il faut du coup réfléchir, en effet, si on fait une action, une deuxième action, une intrigue B, donc, voire une troisième action, une intrigue C, comment elle dialogue avec l'action centrale. Voilà. Alors pour le coup, l'intrigue B et C peuvent ne pas dialoguer entre elles, ça c'est pas grave, mais les deux doivent dialoguer avec l'action centrale. C'est-à-dire que ça a du sens de créer ces actions dites parallèles, alors qu'en fait, elles sont bel et bien subordonnées à l'action centrale. Voilà. Donc, comme tu dis, l'histoire d'amour, soit elle aide la chasse au trésor, soit c'est un obstacle à la chasse au trésor, soit elle complémente d'une manière ou d'une autre, elle nourrit le sens d'aller chasser le trésor, mais il doit y avoir un rapport avec la chasse au trésor. Si c'est juste qu'ils se rencontrent et puis c'est vachement bien, parce que ça amène de l'émotion, c'est pas suffisant. Alors, je l'ai juste dans mon exemple tout bête, Fool's Gold, donc en fait, c'est un couple, ça commence… Ils vont divorcer, il arrive en retard à son divorce. En fait, il s'aime, mais il est complètement immature, le mec.
Et donc, en fait, à travers la chasse au trésor, c'est aussi un couple complètement largué, mais passionné de chasse au trésor, les deux, qui vont chercher l'amour à travers la chasse au trésor. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, donc la chasse au trésor peut très bien résoudre le problème de couple, par exemple. C'est ça. Voilà. Donc là, du coup, ça dialogue. Voilà. Bah oui, du coup, ça dialogue ensemble. Donc voilà, ça c'est pour l'intrigue B. Ouais. Et puis après, donc on verra les exemples, mais pour l'instant, je dis un petit peu. Donc, il peut y avoir encore une fois une intrigue C. Une intrigue C, c'est encore une troisième action en dehors de l'action centrale, une troisième action qu'on vient rajouter, pourvu qu'elle dialogue avec l'action centrale. On peut avoir une intrigue D. Question, je lève la main. Cette intrigue B, est-ce que c'est une dimension qu'on n'a pas déjà prise? Non, c'est une dimension qu'on n'a pas déjà prise, sinon on se répète. Ah, ok. Donc sinon, ça n'a aucun intérêt. Sinon, on l'a déjà, la dimension. Donc, on doit enrichir. L'intrigue B, elle est là pour enrichir l'action centrale. Donc, si c'est la même dimension que déjà un truc qui existe déjà, ça n'a aucun intérêt, en fait. Bien sûr. On répète. Pourquoi à chaque fois aller chercher des dimensions différentes? C'est justement pour que ça enrichisse. Petit à petit, tu arrives à obtenir quelque chose, une map autour des dimensions. Donc, on n'est pas obligé d'avoir les 9, mais l'idée est bien d'avoir une map. Et donc, chaque fois, ça aille chercher quelque chose d'autre. Si tu fais dialoguer des concepts différents à l'intérieur d'une même dimension, tu appauvris totalement ta narration. Donc, voilà. Donc là, l'intrigue B et C, à chaque fois, le but est d'aller chercher autre chose. Encore une fois, j'insiste bien sur la dimension facultative. N'allez pas obligatoirement chercher des actions. Il faut vraiment on va le voir avec Titanic, on va voir comment James Cameron a énormément enrichi son truc. Ça fait 3h15 et on va voir en quoi c'est très original ce qu'il a fait et pourquoi il a pensé comme ça. Là, vraiment, je vais m'appuyer sur des interviews de lui, donc c'est pas une interprétation de ma part. Évidemment, il ne parle pas du phénix, il ne parle pas des dimensions, mais il résonne totalement avec ce qu'on va voir ensemble. Ensuite, juste un petit détail, ceux qui étaient sur YouTube, ça marche pas, et donc je vous demande de vous rabattre sur Facebook. Je vous ai mis en commentaire le lien Facebook, voilà, et puis je mettrai la vidéo Facebook. J'ai un bug avec ma machine, voilà, une petite parenthèse. Vas-y. Pas de souci. Donc l'autre dimension facultative, donc je l'appelle complémentaire. Alors pour le coup, l'idée c'est quoi? C'est que l'intrigue B ou l'intrigue C, elle doit toujours être en rapport avec les dimensions qu'on a choisies. Encore une fois, si vous êtes dans du conflit externe, il faut que l'intrigue B soit externe. Il faut rester cohérent. Donc, si vous avez choisi AF et SEG, il faut que tout soit en AF et SEG. Si vous avez choisi DIB et SEG, il faut que tout soit en DIB et SEG. Okay? Il s'agit de respecter ce truc-là parce que c'est vraiment ce qui colore. Ah ouais, attends, répète. Donc l'intrigue B reste dans les deux qu'on a déjà choisis. Voilà, exactement. Fondamental. Oui, parce que c'est ce qui va faire la couleur. Ça, tu vois, par exemple, dans la chasse au trésor, la Fool's God, j'imagine que c'est complicité, l'intrigue B, tu vois. Évidemment. Bah oui. L'action centrale, c'est en fruit, et puis l'intrigue B, elle est en complicité. Voilà. Alors ça, je vais te dire honnêtement, c'est très simple. On va voir la même chose avec la Guerre des Étoiles. Si vous avez envie de faire un gros blockbuster qui déchire américain, je vous donne la recette. Vous allez chercher tout entre A, F, E, G. OK? Et vous rajoutez en intrigue B, C. Voilà, vous avez la recette de. Alors après, vous vous amusez. La problématique peut être en aventure, en fruits, en énergie, vous vous amusez. Mais là, vous avez à chaque fois A, F, E, G. Vous avez là le cœur de ce qui fait les 4 dimensions obligatoires. Les 4 dimensions obligatoires. Elles sont toujours là dans les gros blockbusters d'action américains. Voilà. Et après, vous vous amusez. L'action centrale, c'est fruits. L'action centrale, c'est aventure. L'action centrale, énergie, c'est rare. Bon, guerre, c'est guerre, de toute façon, mais c'est souvent action centrale, soit A, soit F. La problématique, soit A, soit F, soit E. Et puis donc, vous mettez en intrigue B, C. Voilà, parce que c'est super simple. Les liens, la complicité, c'est ce qui va amener un petit peu de chaleur quand même à l'intérieur de ce gros truc qui déchire en conflit externe.
Et puis voilà, c'est super simple. En règle générale, l'énergie, c'est là où ça bouge, c'est là où il y a la dimension évolutive. Voilà, je vous mets déjà le truc. Hein, voilà, la dimension évolutive, c'est E. Et après, vous vous amusez. La problématique, c'est soit A, soit F. Et l'action centrale, c'est soit A, soit F. Et l'intrigue B, c'est C. Voilà, vous avez là. Rien que de le dire, vous le voyez le film. Vous le voyez tous. Et ça, on le sait déjà tous parce qu'on arrive tous à deviner les fins de ces films-là. Ah oui. En fait, parce qu'on le sait déjà tous, on l'a intégré sans avoir un code pour le décrypter. Donc, je veux dire, c'est un truc, si on se dit, bon, il manque l'histoire d'amour, c'est le C qui manque, là, quelque part, ah, bien, voilà, il arrive. Ah, voilà. Alors, c'est soit une histoire d'amour, soit une histoire d'amitié, un côté un peu buddy movie, soit une histoire parentale, type Indiana Jones, c'est son père. Enfin, voilà. Là, vous avez donc la recette du blockbuster américain de film d'action. Voilà. Là, vous êtes sûr de pas être forcément très original, mais en tout cas très efficace. Et après, rien n'empêche d'être très original à l'intérieur des dimensions. Hein. C'est là que ça se joue. Alors, je vous donne même la flamme clé que vous allez avoir dans ces films-là, -10. Si c'est violent, c'est 10. Si c'est plutôt héroïque, c'est -10. Voilà. Donc, vous avez du -10 quelque part à l'intérieur du F, à l'intérieur du G. Voilà. C'est génial. Vous avez du -10 quelque part. Voilà. Bon, alors, donc là, c'est la dimension complémentaire. En fait, ça va être une dimension qu'on va aller chercher exprès dans le troisième flux qu'on a volontairement oublié. Volontairement. Ouais. Et dont on va avoir à un moment besoin pour colorer l'histoire. Voilà. Donc, en effet, là, si par exemple on a choisi, dans ce qu'on est en train de dire, le blockbuster de base, AF et SEG, eh ben, on va aller rajouter une dimension en DIB qui va colorer un petit peu les scènes autour du protagoniste. Voilà. Donc, on peut très bien en prendre une, on peut très bien en prendre deux, mais encore une fois, c'est pas parce que vous allez démultiplier les dimensions que ça va être plus riche. C'est dans la manière de traiter les dimensions que ça va être riche. Donc, cherchez pas à démultiplier. Moi, c'est ce que je faisais au début. Je démultipliais les tirages, ça sert à rien. C'est pas là que ça se passe. C'est dans le fait de creuser. C'est pour ça que ça m'amuse. Si je comprends bien l'intrigue B, c'est-à-dire qu'on va rester dans les deux mêmes flux qu'on avait de départ, mais on ajoute une case, en gros. C'est ça. Et une dimension, quoi. Voilà. Et par contre, l'intrigue complémentaire, enfin l'histoire complémentaire, je sais pas comment tu l'appelles. La dimension complémentaire. La dimension, c'est que carrément on rajoute une dimension dans le flux qu'on n'a pas utilisé dans le reste de l'histoire. Voilà, exactement, exactement. Et donc, on va ramener de la psychologie à un film d'action. On va ramener de l'action ou du social dans un film psychologique. Voilà, le but est d'aller chercher un petit peu du conflit ailleurs, dans ce qui manque. Et donc, il faut choisir la bonne dimension. Encore une fois, ça ne sert à rien de les démultiplier. Il faut choisir la bonne dimension, celle qui te parle, celle dont tu vas avoir besoin. Où tu dis ça, vraiment, ça manque. Là, dans mon conflit externe, il me manque du I, il me manque de l'intuition, ou il me manque du besoin, ou il me manque un truc que le protagoniste, dans sa psychologie, je vais devoir le traiter. Donc, la grande différence entre l'intrigue B et la dimension complémentaire, c'est que l'intrigue B, c'est vraiment une action, une autre action qui va venir nourrir l'action centrale. Donc, c'est vraiment une autre action. Elle va courir sur le milieu, on va dire ça comme ça. Des fois, ça peut arriver très tard. Une intrigue B et C peut arriver très tard. On peut ne pas en avoir besoin de suite. Donc, la grande différence avec l'action centrale, c'est que l'action centrale, elle est liée à la problématique. Elle intervient très rapidement. On va dire dès l'acte 2. Tandis que là, c'est pas une action, hein. C'est vraiment une couleur. C'est on choisit une dimension qui va colorer les scènes qu'il va y avoir à l'intérieur de l'action centrale. Donc, ça sera par exemple, si l'action centrale est vraiment en conflit externe, on va aller chercher une dimension psychologique en DIB qui va colorer le conflit externe. Donc, c'est pas une action, c'est vraiment quelque chose. C'est pour ça que je l'appelle dimension complémentaire parce qu'elle va vraiment colorer les scènes. Ça va être assez parlant quand je vais donner l'exemple de Titanic. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ils sont là. Il y a une bonne blague. Hein, je te le mets. Je vous la mets. La bonne blague de Jimmy. Est-ce que besoin, intuition, désir, énergie, ça fait un bide? BID. C'est pas mal. Mais il manque la guerre. Il manque la guerre. Il n'a pas tout. Oui, c'est vrai. Bien vu. Bien vu.
Est-ce qu'il y a des questions là? Je vois qu'ils sont tous sur, voilà, ils sont tous rapatriés sur Facebook, donc on a tout le monde. Ça fonctionne. J'ai connecté, tu vois, ça bug. YouTube bug. Bon, voilà, faut que je vérifie ça. Non, je crois qu'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas, les amis. Je vous vois là, ça y est, je lis vos messages. Pour l'instant, ça me semble très clair. Très clair. Moi, ça, Fanny? Ouais, très clair. Bon, bah écoute, On veut les exemples. Voilà, donc je vais donner la guerre des étoiles et après je donnerai Titanic parce que la guerre des étoiles est plus simple et puis après Titanic va grimper en complexité, pas en complexité. Bon, alors, j'ai déjà donné tout à l'heure la problématique, mais je repose la question, ça serait quoi la problématique, la dimension problématique dans la guerre des étoiles? Allez, je m'amuse à poser des questions plutôt que de faire un... dans le premier Oui, dans le premier, dans le 4, ouais. Puisque maintenant c'est dans le 4, ouais, je veux dire, le 4 maintenant. C'est il faut que je me remette en tête. En fait, déjà, est-ce que déjà pour toi, je fais exprès, hein, c'est pour tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que déjà pour toi le conflit est externe ou interne? Je fais exprès, je m'amuse. Externe. Voilà. Donc déjà, ça va partir soit en seg, soit c'est en AF. Ouais. C'est en AF là. Ouais. La problématique est en AF. Bah, c'est la guerre, quoi. Enfin, c'est la guerre des étoiles, quoi. C'est le fait d'avoir construit cette étoile. L'étoile de la mort, non? Donc, c'est la guerre. Enfin, mais c'est pas la guerre, mais dans le sens du jeu, mais. C'est ça. Donc là, tu mettrais où alors? C'est la en fait, de deux clans. Enfin, voilà. Donc, par rapport au tout début, tu te souviens, tu as l'attaque de Dark Vador dans le vaisseau. Et donc, du coup, tu mettrais ça en H, en A ou en F. La problématique, hein, c'est donc le point de départ. En A? Oui, voilà. Hein, c'est lui, Dark Vador, qui génère l'aventure, on va dire, en agissant. Donc, il vole les plans à la princesse Léa. Il tient la princesse Léa en otage. Et donc il lance, comme tu dis, la guerre. Hein. Il lance la guerre vis-à-vis des autres planètes. Donc là, on a la problématique. Donc du coup, quelle serait l'action centrale? Est-ce qu'elle se situe en seg ou en AF? L'action centrale. Donc là, Luke Skywalker reçoit l'hologramme. Ouais. Je te remets dans le truc. Hein. Luke Skywalker reçoit l'hologramme de la princesse Léa. Donc là, les conséquences de A, hein, les conséquences de la problématique. Donc, quelle va être l'action centrale de Luke Skywalker? Lui, il va être en E, non? C'est son évolution. Ouais, c'est son évolution, en fait, qui va être en E. Il va évoluer beaucoup en E, lui. Bien sûr, évidemment. Donc, l'action centrale. L'action centrale est en seg. Ah ouais, mais ça va être pour changer changer. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Qu'est-ce qu'il va faire lui durant tout le film? Bah, se battre en fait. Donc, oui, mais il a un truc en tête. Ouais. Il a un truc en tête. Tu te souviens pas? En fait, je mélange tous les Star Wars, ça fait tout. Ouais, c'est ça. Ce que je suis en train de voir. J'ai vu les derniers nuls de Disney et depuis, c'est tellement le bazar en fait dans ma tête, je les ai pas revus les premiers depuis. Il veut sauver la princesse Léa. Donc là, tu as un fruit. Fruit. Ah oui, un fruit. Vous aimez vous mentir. C'est princesse Léa. Donc là, tu vois déjà notre blockbuster américain AF, donc A problématique. Parce qu'il va évoluer en ça va être évolutif. Mais la sauver, c'est pas la guerre? Non. Non, parce que là, il le fait. S'il sauve la princesse Léa, c'est pour sauver la galaxie. D'accord. Ouais, c'est beaucoup plus social. C'est voilà. même politique. Plus politique. Donc là, ce qu'il vise, c'est libérer la galaxie de Dark Vador. Donc du coup, c'est pour ça que d'ailleurs la toute fin, c'est pas simplement la princesse Léa. C'est une fois qu'il a la princesse Léa, c'est derrière faire sauter l'étoile noire, etc., etc. Donc, tu as en effet, la guerre se situe à la fin. C'est vraiment la liberté, libérer la galaxie. Mais l'action centrale, c'est le fruit, c'est d'aller récupérer la princesse Léa pour maintenir la rébellion. Donc ça, c'est l'action centrale.
Et lui, il va évoluer en énergie. Alors là, on ne peut pas faire mieux comme potentiel énergie. Là, on ne peut pas faire mieux hein, comme dimension évolutive. C'est-à-dire qu'il va découvrir la force. Il va avoir la force. Ouais, c'est vrai. Bien on ne peut pas faire mieux. Là. En termes de dimension évolutive, on ne peut pas faire mieux. C'est ça. Ouais. Et puis, donc, l'intrigue B, donc là, vous avez la recette du blockbuster. Hein. L'intrigue B se situe en complicité. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une histoire d'amour, c'est plutôt une complicité. C'est-à-dire que c'est un garçon très seul dans une ferme avec son oncle et sa tante adoptifs. Et il va se découvrir un espèce de père spirituel, qui est presque un papy, un grand-père spirituel, à travers Ben Kenobi. Il va se découvrir un pote qui est vraiment l'antithèse de ce que lui, il est. Avec Han Solo, il va se découvrir un pote avec son singe Chewbacca, les robots, et ensuite, en effet, bon, ce qu'on pourrait croire être sa bien-aimée, mais qui est sa sœur. Oh, il a spoilé. Donc, voilà. Je suis ta sœur. Et c'est aussi là que c'est intéressant parce que ça joue justement des clichés des blockbusters où tu dis ah oui, il va finir par trouver la bien-aimée, ah mais en fait c'est sa sœur jumelle. Ouais. Il dit Nénette, ah bah non, il est amoureux de sa sœur parce qu'on ne sait pas que c'est sa sœur, mais oui, mais c'est quand même, c'est complicité. Ah ben oui, de toute façon, et la complicité, là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça pourrait être du 15, hein. C'est vraiment les vivants, hein. C'est vraiment Luke Skywalker est tout seul, et là, il se découvre une espèce de famille au sens très très large. Lui qui n'en avait pas, il avait que son oncle et sa tante, et qui meurt en plus, donc il se retrouve totalement orphelin, et là, l'intrigue B, elle est vraiment large. C'est toutes les relations qui tissent avec Ben Kenobi, avec Han Solo, avec Chewbacca, avec les robots, avec la princesse Leia dans la toute dernière partie, etc. Donc voilà pour la guerre des étoiles. Là, est-ce qu'il y a encore donc des questions? Alors, l'idée ne doit pas être écartée. Je comprends pas ce que tu dis, François. Moi, j'ai une question. Dans la guerre des étoiles, il y a un truc très foisonnant là, mais on suit quand même l'évolution de Luke. Ah oui, c'est lui le protagoniste. Ah oui, oui. On va voir vraiment, on verra ça donc après justement avec, donc on va encore rester dans les dimensions. Hein. Ouais. On va voir ça avec la grande différence avec quand on rentre, je sais pas, dans des films comme Magnolia, Babel ou de films. Ouais. Voilà, ou alors même autre type de film choral. Donc on verra la différence entre tous ces films choraux parce qu'il y a vraiment des différences structurelles avec The Full Monty ou ce type de film, ou Les Virtuoses ou quoi, qui sont encore un autre type de film. Ou Les 12 salopards, ou je sais pas quoi, voilà, ce type de film. Donc on verra ça justement. Là, c'est absolument pas le cas. Ce qui est beau dans la guerre des étoiles, c'est qu'en fait, il y a une radicalité de l'évolution. C'est-à-dire que quand tu dis c'est l'énergie, en fait, il a fait la force. On a presque l'impression qu'il a voulu faire vraiment l'apothéose de cette dimension centrale qu'est l'énergie, quoi. À fond. Voilà, oui, vraiment. Thématique aventure, on est à fond. L'action centrale, fruit, on sauve la galaxie. Et l'intrigue avec Alors, fruit, on va sauver la princesse Léa. L'action centrale, c'est fruit. On sauve la galaxie, ça serait guerre. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment la guerre. C'est vraiment guerre. C'est vraiment Gaulle, quoi. Tu vois. Là, c'est vraiment le fruit, c'est la princesse. Hein. C'est elle d'aller. Il faut aller l'accueillir, quoi. Il faut aller l'accueillir. Et c'est qui va l'accueillir? C'est lui, c'est Han Solo, c'est la princesse qui est retenue prisonnière. Bon, c'est vraiment le truc très basique, mais qui marche très très bien. Super. Et c'est en ça que les derniers Disney marchent moins bien parce qu'ils reprennent la même formule, mais l'énergie, elle est très mal traitée avec le personnage de Rey, c'est ça, je crois. Et je les ai pas vus, honnêtement. Ça va beaucoup trop vite, en fait. Une évolution est trop rapide. Alors, il y a vraiment une lutte, en fait, pour l'évolution, parce que ça vient pas tout de suite, quoi. Elle, je me souviens ils se ressemblent beaucoup, les épisodes, mais il manque tout, en fait. J'ai l'impression, hein. Je me souviens de ce sentiment-là en les ayant vus, mais il y a longtemps, en fait. Ils sont sortis. J'ai même pas envie. Je sais tellement que ça va être la même recette. Ça, voilà, c'est un truc de mon enfance qui est précieux et j'ai absolument pas envie de voir ce que le merchandising américain a pu faire avec ça. Démultipliant, ça m'intéresse absolument pas. Quand j'ai vu déjà ce que George Lucas a fait lui-même de ses préquels, je me suis dit les séquelles, laisse tomber, ça sera pour une autre fois. Donc, du coup, on enchaîne avec Titanic. Allez, Titanic. Alors là, on va être dans un truc un petit peu plus complexe. Là, pour le coup, je vais faire l'analyse. Je vais pas l'analyse parce que je voudrais parler de ce que comment Cameron a vu la chose.
Donc là, l'idée, c'est véritablement lui. D'abord, on a vraiment un protagoniste. Là aussi, on pourrait se dire c'est Coral et c'est non, c'est pas Coral. Il y a beaucoup de personnages autour de la protagoniste qui est Rose. C'est le point de vue de Rose. Même si on décroche régulièrement sur Jack, qu'on le voit, etc., on va voir que c'est un personnage vraiment très important. Il fait complètement partie de l'action centrale, donc il est vraiment super important, évidemment. Mais c'est elle. Le mouvement du film, c'est elle. En tant que vieille personne, c'est elle qui embarque. C'est son histoire qu'on raconte. C'est sa voix off. Vraiment l'histoire de Rose. Bon. Donc, il faut vraiment le voir comme tel. La super idée de James Cameron, qu'il sait d'ailleurs très bien que donc, la façon dont il en parle, c'est vraiment une très bonne idée, c'est qu'il avait vu beaucoup de films. Il y avait déjà eu des films sur le Titanic, il y en avait déjà des films catastrophes de ce type, il y en avait déjà eu plein. Et à chaque fois, justement, on était dans du film choral, pas très bien foutu, où l'acte 1 te présente 10, 12, 15 personnages pour qu'après tu les vois dans la mer d'une fois que, par exemple, là, le bateau coule. Et donc, en fait, tu as très très peu de temps pour t'attacher à ces personnages. Tu as un acte 1 qui fait en règle générale, aller quoi, 25-30 minutes, pas plus, pour voir le truc. Et puis ensuite, bam, là, ça serait dans le cadre du Titanic. Le Titanic rencontre l'iceberg. Et puis là, ça y est, on va suivre l'action centrale de comment ces personnages se démerdent pour essayer de se sauver de ce bordel. Bon. Et donc, tu les as très peu vus, tu as peu eu le temps de t'attacher à eux, et donc tu es très vite dans de l'action pure. Alors là, c'est simple, l'action centrale, ça serait A. Si on était dans ce type de film, l'action centrale, ça serait A. Là, maintenant, conflit externe, hein, là, maintenant, comment je sauve ma peau, là, maintenant, à travers un bateau qui coule. Voilà, bon. Donc ça, il l'a vu venir. En fait, on serait exactement dans ce que j'ai proposé avec la Guerre des Étoiles. On aurait en fait du A en action centrale, F, je ne sais pas trop ce que ça serait, une problématique quelconque, et puis une évolution qui serait sûrement là aussi en énergie, avec Gaulle, on serait très vite, et puis une intrigue secondaire qui serait en C. Voilà, on serait très vite dans le gros blockbuster américain, avec ce qui est important, c'est de voir le bateau couler et de voir comment ces gens vont se démerder. Et puis, allez, on va en se faire ressortir 2, 3, pas plus, sur laquelle on va pouvoir reposer la fin du film. Bon. Là où il a été super, super malin, c'est de se dire, je vais pas faire ça, parce que tout le monde le voit venir. Je vais en fait faire une histoire d'amour. C'est-à-dire que on n'est pas dans un film catastrophe, en fait. Le film catastrophe est là, on va en parler, mais l'action centrale n'est pas du tout le catastrophe. L'action centrale, c'est une histoire d'amour. Donc, en fait, l'action centrale est en complicité. L'action centrale. Énorme, énorme. C'est pas voilà. Et donc, la problématique n'est pas le bateau qui va couler, n'est pas la rencontre avec l'iceberg. Le film dure donc 3h15. Si vous regardez bien, vous verrez, il rencontre l'iceberg au bout d'1h30 de film, je vous laisse imaginer, et encore, il ne coule pas de suite. C'est-à-dire que là, entre la rencontre de l'iceberg et le moment où il commence à prendre l'eau, il s'écoule une demi-heure. Donc, véritablement, le début, nous parlons bien du début, du côté film catastrophe, démarre au bout de 2 heures sur un film d'1h15 dans laquelle, on va le voir, il y a une intrigue C au présent. Donc, c'est dire comment il a complètement structuré son film autrement que ce qu'était habituellement et ce que continue à être aujourd'hui les films catastrophes, avec la problématique qui est liée à la catastrophe et qui intervient au bout de 25 ou 30 minutes. Lui se dit, c'est pas ça mon film. Donc, ma problématique est ailleurs. Et en effet, la problématique va être ailleurs, elle est du côté de Rose. La problématique, elle est en harmonie. C'est la manière dont Rose est perçue à l'intérieur de son modèle social. Et c'est toute sa problématique à elle qui est liée à l'aristocratie, au fait qu'elle doit se marier avec un mec qu'elle n'aime pas, parce qu'il faut faire perdurer le titre, etc., etc. Donc, en fait, on est dans des problématiques qui n'ont rien à voir avec du film catastrophe. Donc là, en fait, on va avoir cette problématique-là et l'action centrale va être sa rencontre avec Jack. Et l'action centrale, elle rencontre Jack donc là, c'est Gaulle, et Gaulle n'a rien à voir avec le film catastrophe. Gaulle, c'est pour se libérer, c'est pour s'émanciper. C'est pour s'émanciper de la manière dont elle est perçue, sortir du carcan, donc harmonie, hein, la problématique, sortir de son carcan à elle.
Donc voilà, donc on a vraiment un film, et en effet, on va avoir une dimension évolutive qui est énergie, mais n'a rien à voir. C'est comment elle s'émancipe, l'énergie, c'est comment elle change d'être, comment elle change de comportement, comment elle change d'attitude par rapport à sa mère, par rapport là où on voit clairement l'évolution. Là, encore une fois, ça n'a rien à voir avec le film catastrophe, c'est le moment où il y a les canaux, et qu'elle doit descendre avec sa mère dans les canaux, et qu'elle voit Jacques sur le pont, et qu'elle décide de ne pas aller dans le canot, et qu'elle décide de rester sur le pont alors que le bateau coule pour rester avec Jacques. Et elle va être récompensée de cette émancipation-là tout à la fin, quand on va découvrir qu'elle a fait de l'aviation, qu'elle est devenue la première femme aviatrice, etc., etc. Qui, entre parenthèses, femme aviatrice, lui a le nez sans arrêt dans les étoiles, regardez bien comment c'est découpé, il est tout le temps en train de regarder la nuit, c'est un artiste, etc., etc., alors que elle, dimension dépressive, elle est aspirée par les profondeurs, elle est, souvenez-vous le moment où elle veut se suicider, et où elle est comme ça penchée au-dessus de la mer, un trou noir qui est en train de vouloir la broyer, enfin, etc., etc. Donc il y a vraiment un jeu entre la mer, l'eau, le ciel, il y a tout un jeu, voilà, donc elle choisit le ciel, en fait, au lieu de choisir la mer, là où lui, Jack, va rejoindre les profondeurs. Bon, bref, il y a tout un jeu de symbolique. Et là, encore une fois, ça n'a rien à voir entre guillemets. Je sais bien que derrière, mais si on regarde la structure des 4 dimensions, on est en problématique, on est en harmonie. En action centrale, on est en complicité. L'évolution se fait en énergie, et Gaul, c'est son émancipation à elle. Ce qu'elle vise, c'est la manière dont elle va s'émanciper par rapport à la problématique harmonique. Donc, il n'y a pas de film catastrophe. Ouais. Une super idée de Cameron, c'est d'avoir fait une intrigue B qui est aventure. C'est l'intrigue B dans ce film catastrophe. Ah ouais. Tu vois, l'idée, c'est comment le côté catastrophe va nourrir l'histoire d'amour. Ah ouais, c'est génial. L'histoire d'amour est là pour nourrir, voilà, et pas justement, par exemple, Fool's Gold, ce qu'on a vu tout à l'heure, comment l'intrigue B serait l'histoire d'amour. Non, là, c'est l'intrigue A, l'histoire d'amour. L'action centrale, c'est l'histoire d'amour. Et ça va intervenir très tard, comme toujours les intrigues B, elles peuvent intervenir des fois très tard. Donc là, elle intervient au bout de 2 heures de film. On a l'intrigue B qui se joue, qui est le bateau qui coule. C'est génial. C'est bien une intrigue B, quoi. Bon. Et il y a même une intrigue C. Alors pourquoi il met l'intrigue C Attends, il y a Dorine juste qui nous pose une question là très précise. Est-ce que la guerre, donc tu as dit que c'était l'évolution de Rose? Oui. Enfin, l'évolution, c'est son émancipation. Est-ce que c'est Matka, donc la liberté? Moi, je mettrais Matka. Le phénix, ou est-ce que c'est du -2, genre tempête folle? Non, le tempête, 2, c'est en aventure. 2, c'est l'intrigue B. C'est le bateau qui coule, pour le coup. C'est en tempête, quoi. C'est vraiment 2, pas -2, hein, 2. Et il y a Jimmy qui dit à la fin, il manque l'intuition, vu la place qui reste sur la planche. Avec une situation comme ça, on peut faire de mauvais choix, on ne peut pas, voilà. Jack et les profondeurs, il se réincarne et devient le premier homme à vivre sous la mer. Ouais, bon, d'accord, il y en a qui veulent pas qu'il meure, pauvre. Ok, alors, vas-y, c'est quoi donc ouais, très intéressant. Je sais pas, Fanny, ce que tu en penses, mais faire de l'intrigue secondaire, en fait, le naufrage qui est pourtant le truc de l'affiche qu'on a envie de voir, etc., c'est malin. Ouais. Mais en fait, ça donne toute son importance au naufrage parce que, en fait, si c'était l'intrigue principale, bah, il aurait moins d'importance. Voilà. Là, ça vient briser quelque chose, en fait. Voilà. Mais pour que ça vienne briser quelque chose, il faut établir cette chose. Il faut prendre le temps de bien l'établir pour que là, on sente comment, au présent, les personnes peuvent vivre un naufrage. Et vivre un naufrage, c'est pas se battre contre lui. En fait, commencer par le naufrage, on n'a pas le temps, en fait, de le faire vivre au spectateur. C'est vraiment tous ces interviews reposées dessus sur voilà pourquoi il a décidé de faire une histoire d'amour. Et d'ailleurs, c'est vrai que même l'affiche, là, telle qu'elle est jouée, elle est plutôt jouée histoire d'amour que pour le coup, il ment pas hein, sur le. Rien sur cette terre ne saurait les séparer, tu vois. C'est vraiment, il te vend l'action centrale, il te vend. Alors, tu sais que tu vas avoir du catastrophe, hein, tu le sais. C'est Titanic, donc ça c'est rien que le titre. Voilà, mais il te vend une histoire d'amour. Mais en fait, il joue énormément sur l'idée qu'on connaît tellement l'histoire qu'on ne va pas être dans le prosaïsme pur qui consiste à dire, vous savez quoi, on va voir un super naufrage. Oui.
Exactement. Il joue vraiment sur le fait que ce film catastrophe, on le connaît déjà. Exactement. Et comme il veut travailler, alors c'est là où il va rajouter encore une autre intrigue, donc intrigue C, là où il veut travailler sur, au fond, presque son propre, ce que tu viens de dire, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, dans le sens, ça fait super bien le lien, c'est comme il veut travailler sur le mythe, sur la manière dont nous on a interprété, parce que lui il est grand fan du Titanic, donc depuis des années, il s'est super documenté, ça faisait vraiment un gros travail de documentation, il avait fait un documentaire, etc. Donc il veut faire partager ça. Et donc là, c'est une bonne façon aussi, donc il va rajouter une intrigue C, c'est l'intrigue au présent, qui est une bonne façon de nous faire voir le mythe Titanic, de jouer ce qu'on appelle dans le jargon de l'ironie dramatique, c'est-à-dire on est au courant de quelque chose dont les protagonistes ne sont pas encore au courant, ça permet de jouer avec ça, et aussi de montrer ce qu'a été la vie de Rose, c'est-à-dire de ne pas terminer sur le naufrage, parce que là, on n'aurait pas eu l'évolution. Là, il tient justement à son évolution, puisque c'est toute l'histoire d'amour est basée sur l'évolution de Rose. C'est-à-dire que Jacques va émanciper Rose. Le fait qu'elle rencontre Jacques va lui permettre de l'émanciper de sa problématique qui est liée en harmonie. Donc, il faut montrer un personnage au-delà du moment où Jacques meurt et où elle est sauvée, parce que ça ne dit rien. Là, ça serait justement le pur truc du film catastrophe. C'est-à-dire, bon, voilà, elle a été sauvée, elle s'est battue, elle a été sauvée, et puis voilà. Oui, mais c'est pas son histoire à lui. C'est une intrigue B, la chute du Titanic. Donc, il faut qu'il travaille son intrigue A, qui est l'action centrale. Son histoire d'amour, elle a débouché sur quoi? Elle a débouché sur une émancipation. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, du coup? Et là, il trouve à travers son intrigue C, qui est donc en fruit, puisqu'il s'agit de trouver ce putain de diamant. Le fruit, c'est le diamant. Le fruit, c'est le diamant. Donc là, on est en intrigue C. Wow. Et du coup, là, à travers ce truc-là du diamant qu'elle va finir par jeter à l'eau, donc personne ne le retrouvera jamais, il va retourner à la mer, à travers cette quête du diamant, ça va permettre de traiter le mythe de ce qu'est l'épave, d'aller filmer l'épave, donc tout ce qui passionne James Cameron, d'aller filmer l'épave et de fantasmer sur ce truc qui est encore là sous l'eau. Et ça permet de traiter elle aujourd'hui en tant que vieille dame, etc. Je vais vous raconter ce qu'a été le Titanic. Donc de raconter ça à la première personne et d'y inclure sa propre problématique de classe et son histoire d'amour. Voilà. Donc là, on a en fait, donc on voit très bien comment tout est entre Af et Seg, mais comment il a retourné littéralement les codes du blockbuster tel qu'on l'a vu avec La Guerre des Étoiles. Comment il en a fait littéralement autre chose. C'est-à-dire que ce qui est d'habitude A et F, qui sont toujours dans les blockbusters américains, deviennent des intrigues B et C. Et il fait en fait de son intrigue A, de son action centrale, complicité. Ce qui est d'habitude l'intrigue B. C'est-à-dire qu'il a littéralement inversé et ça donne un film, je pense que ça fait quand même grandement partie de son succès. Au-delà des acteurs, des effets spéciaux, de sa façon de filmer, etc., du spectaculaire, je pense que ce qui a vraiment fait son succès, c'est aussi sa narration. C'est super bien écrit. Voilà. Super. Et donc, je termine avec la dimension complémentaire, puisqu'elle est là quand même. Donc, voilà. Il a un énorme problème, c'est que il faut à tout prix, pour qu'on puisse vivre pleinement l'action centrale qui est l'histoire d'amour, que l'on puisse pleinement apprécier la problématique de Rose liée à sa condition sociale. Il s'est dit, s'il n'y a pas assez d'intériorité, on risque d'avoir quelque chose de trop distancié. Elle ne nous le donne pas. Il faut qu'on trouve l'intériorité, là, vraiment. C'est simple. C'est dans Dib, on est d'accord? Oui. C'est dans Dib, on est d'accord. C'est dans Dib, on est d'accord. Qu'est-ce qu'ils disent, là, les amis, là? Allez, on finit là-dessus, là. Alors, attends. Quelle est la dimension de l'histoire complémentaire? C'est ça? Non, la dimension complémentaire. Alors, cette dimension complémentaire, elle va colorer toutes les dimensions toutes les scènes, pas les dimensions, excuse-moi, toutes les scènes qui sont sur Rose. Voilà, et c'est ce qui permet la voix off. Donc, réfléchissez à la voix off et vous allez trouver la voix off. Et attention, n'oubliez pas que la voix off, c'est elle. N'oubliez pas que la voix off, c'est elle au présent
donc dans l'intrigue C, qui est en train de nous raconter l'histoire. Hein. C'est ça la voix off. Hein. C'est pas une voix off qui vient comme ça, purement narrative. C'est elle qui est en train de raconter en intrigue C, alors qu'ils sont en train de chercher le diamant, machin. Elle est en train de dire. C'est le désir de la liberté. Mais oui. Ben oui, c'est D, bien sûr. C'est D. Voilà. C'est toute l'éducation, les valeurs. Il a besoin d'aller creuser tout ça pour pouvoir en fait traiter pleinement sa condition sociale en harmonie, qu'on comprenne cette fois-ci, non pas d'un point de vue extérieur, mais d'un point de vue intérieur, quel est son vécu. Donc en fait, ça va colorer la manière dont elle parle à sa mère, la manière dont elle parle à Jacques, la manière dont elle parle à son mari, son promis, hein, etc., etc. Ça va vraiment… et la manière même dont elle parle aux gens au présent. Alors, il y en a qui ont dit I, Lina a dit I, Dorine a dit I. Mais non, c'est pas I parce que… Vas-y, Vincent. Non, c'est pas I parce que vraiment, ce qui doit… c'est l'éducation morale. C'est ça. C'est la société de l'époque. Elle n'est pas dans une réflexion. Elle n'est pas en train de réfléchir. Elle n'est pas en train de penser à ce qui s'est passé. Elle n'est pas en train de se questionner, là, maintenant, au fond, est-ce que j'ai fait les bons choix? Ça aurait été ici. Elle était sans arrêt en train de réfléchir à ce qu'elle a fait à ce moment-là, mais non, pas du tout. Elle regrette pas du tout ce qu'elle a fait. Elle n'est pas en train même d'y réfléchir dessus, de se questionner, de penser ce moment-là, pas du tout. Elle est en train de raconter comment l'éducation l'a énormément bloquée et comment petit à petit, bah oui, c'est en rapport avec H. C'est en rapport avec H, c'est-à-dire qu'en fait, c'est sur la même ligne. Il y a vraiment… là, on voit comment la ligne du passé, hein, elle est super plus importante en Titanic que le suspense, en fait. Et pour cause, on s'en fout du suspense. Tout le monde sait que ça a coulé. Ouais, c'est vrai. Avec plein de morts, on s'en fout. C'est pas… Là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le mystère. Donc, le passé. Il a recréé du suspense avec cette histoire, alors que l'histoire était cousue d'avance, cousue de fil blanc, courue d'avance. Et il a recréé un suspense, effectivement. Oui, mais derrière, je préfère le mot mystère parce qu'on est plutôt dans le comment ça s'est passé. Tu vois, dans l'idée de qu'est-ce qui s'est joué plutôt que qu'est-ce qui va se jouer. On sait très bien, même avec Jacques, on se doute très vite que… Mais ça n'empêche pas que, merde, mais comment ça va se jouer? Comment elle va faire? Comment… On sait qu'il va y passer, mais on est en train de gamberger sur comment ça va se jouer. C'est plutôt mystère, sans arrêt, mystère. Je vais vous raconter quelque chose qui a eu lieu. On est vraiment complètement dans le passé. Et il a réussi à recréer un effet de suspense en travaillant le mystère. Elle change vraiment pendant le bal avec les classes populaires de l'entrepont, dit Nefissa. Oui, ça c'est un moment, mais c'est pas là où elle change vraiment. Parce qu'il y a un moment où, en dramaturgie, ce qui est important, c'est le choix que fait le protagoniste. Et qu'est-ce qui détermine ses choix? C'est parce qu'elle a dansé dans cette scène qu'elle va faire, pour le dire comme ça, pour paraphraser, c'est parce qu'elle a dansé dans cette scène, et puis bien d'autres, qu'elle va faire le choix de ne pas rentrer dans le canot. C'est le vrai truc, le vrai moment décisif, c'est quand elle rentre dans le canot. Est-ce qu'elle reste dans le canot? Si elle reste dans le canot, elle reste avec sa mère, elle reste avec l'aristocratie, elle se barre, et elle reverra jamais plus Jacques de sa vie. Voilà. Et là, elle décide de ne pas rester. Donc le vrai moment, la vraie scène qui permet d'illustrer l'évolution, c'est le moment où alors, et puis il joue de ça, d'un suspense, ça pour le coup. Elle descend dans le canot, elle descend, c'est le moment où elle décide de ne pas y aller et de rester sur le pont. Donc là, de rester, en fait, de pouvoir embrasser la mort, parce que c'est ça dont il s'agit. Elle n'est pas sûre de pouvoir s'en sortir, alors qu'avec le canot, elle choisit la sécurité. Elle est sûre de pouvoir s'en sortir, mais elle est complètement aliénée. Donc là, elle choisit la liberté. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec GM. Vraiment, pour moi, c'est Matka. Elle choisit la liberté. Et quitte à ce que elle y passe. Le mystère, en fait, c'est parce que c'est tourné vers le passé, non pas vers l'avenir. Oui. Si tu veux créer du mystère, la question c'est qu'est-ce qui s'est passé? Et comment, dans le passé, on en est arrivé à ce point-là, et non pas… C'est du suspense. Ouais. Le suspense, en fait, vraiment, je me suis amusé là, avec puisque j'ai fait conflit externe, avec AF, conflit externe, SEC, conflit relationnel et DIP, conflit interne. Je me suis amusé, voilà. Mystère, c'est vers le passé. HCD, c'est mystère. Et suspense, c'est
qu'est-ce qui va se passer. C'est F, G, D, G, B. C'est qu'est-ce qui va se passer. Et là, A, E, I, c'est véritablement là maintenant les rebondissements qu'il peut y avoir. Voilà. Et il y a plutôt des films qui jouent là-dessus, hein, qui jouent vraiment, les films de course-poursuite, de trucs comme ça, qui jouent vraiment sur là maintenant, là maintenant, là maintenant, là maintenant, là maintenant. Pas tellement sur qu'est-ce qui va se jouer. Super. Mais encore une fois, tout ça, ça peut être appliqué à l'âme humaine. Tout ça, ça peut être appliqué à nos vies. C'est très inspirant. C'est-à-dire, dans nos vies, il faut faire la part entre le mystère et le suspense aussi. Enfin, ça a des répercussions philosophiques et existentielles extrêmement fortes. Super, super, les amis. Il est l'heure. On a beaucoup avancé. Il faut qu'on digère ça. La prochaine fois, Marc, est-ce qu'on consolide ça? Comment tu vois les choses? Comme vous voulez, on peut très bien rester un petit peu encore là-dessus, avant de rentrer, parce que là, si on rentre dans le choral, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus chaud, hein, voilà. Mais en même temps, ça sera intéressant. Et puis, je voudrais qu'on le voit avant qu'on rentre dans les flammes, parce que c'est vraiment qu'on reste sur de la structure pour l'instant. C'est vraiment important de rester sur la structure. Ce qui peut être bien, c'est qu'on se dit 2-3 films qu'on pourrait voir ou revoir, comme ça, même, vous avez vu 2 films, ça prend déjà beaucoup de temps. Il y a Jim qui dit Matrix. Est-ce que tout le monde a vu Matrix? Très bien, Matrix. Très bien, classique. Donc, on prend Matrix. Quelqu'un aurait, parmi les copilotes, là, quelqu'un aurait un film que tout le monde a vu, un truc qui résonne bien. Alors, plutôt en dib, parce que Matrix, ça va être plutôt en half. Plutôt en dib. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme film? La Grande Vadrouille, vous voyez ce que c'est ou... Pareil, c'est half. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on aurait Andy, là, c'est dur. Andy, bah moi j'avais cité Taxi Driver, parce que c'est apparemment. On l'a trop cité, tu l'as grillé là. Non, okay. Qu'est-ce qu'on peut faire en Essaye de voir des classiques en dib. La Bamba, dit Nicolas, mais non, la Bamba, c'est pas du tout dib, là, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui est intérieur? Attends. Il y a ouais. Un film de Sautet. Là, tu poses des questions. Il y a tellement longtemps les Sautés, c'est terrible toi avec Sauter. Là, c'est du dib. Pas mal. Forrest Gump. On prend encore des gros trucs américains, mais. Ouais. C'est pas si deep que ça, c'est beaucoup relationnel. Non. L'aile ou la cuisse. La bonne blague. Apocalypse Now. Ah oui. Tu l'as vu, hein, Fanny? Ouais. Mais il faut que j'en vois, mais il est long. Hein. Non, on va pas. La version longue, c'est la meilleure en plus. Attends, je note ça. Apocalypse Now. Ouais, c'est bien. Vous avez vu Heat? Ah oui. Michael Mann. Oui. Ouais. Grand film. Ah, ok. On pourrait prendre un petit film français, parce que là, on a Matrix et Apocalypse Now pour la prochaine fois. Donc, il faudrait prendre un petit film français. Ah, on doit avoir Matrix. Vous avez choisi les films les plus courts, c'est bien? Attends, Matrix, on connaît tous. Les Hauts de Hurlevent. Ouais. Mais c'est pas possible. Les temps modernes, c'est pas deep du tout. Les Charlots en Espagne. Bon, Jim, tu fais trop de blagues. Un film en dib. C'est qui sonne comme ça? Alors, qu'est-ce qu'on peut se trouver en dib? Surtout en film français. Français, il y en a plein en plus en France. Enfin, on est quand même assez. Un film français. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a dans les films français qui vraiment m'éclate? Un Godard, dit non, pitié, non. J'ai proposé Sauter, c'est plus sympa quand même. Hein. Non. Non, pour le coup, alors moi, je vais. L'enfant sauvage de Truffaut ou un film de Romer. Pas mal un film de Romer, mais. Oui. Non. Non, pas un film de Romer. Pas la nouvelle vague, s'il vous plaît. Alors, Truffaut, ça va encore. Attends, le nom de la rose, non, le nom de la rose, c'est pas dit. Je suis vieille France, moi. Mais bon, je suis vieille France, moi, là-dessus. Tu vois, j'aime vraiment les films d'avant. Bon, alors, l'enfant sauvage, il est bon, hein. C'est loin d'être un mauvais Truffaut. Qu'est-ce que j'aime? Moi, j'aime les films de Pascal Ferrand, mais personne ne va connaître, quoi.
Ouais, je suis pas grand fan. Non. Ah, ouais, non, personne ne connaît. Je suis pas grand fan. Non, moi j'aimais bien. J'aimais bien. Non, mais moi, alors moi, je peux vraiment vous faire chier. Hein, la traversée de Paris. La pianiste. Le salaire de la peur. Ah putain, voilà, ça c'est merci Fanny, c'est voilà. Le grand cinéma, les diaboliques, ah ouais, les diaboliques, ah ouais. Les en plus, ça fait un petit film. Le salaire de la peur, c'est un peu long, mais les diaboliques, ah, il est génial. Ouais. On choisit quoi là? Faut que je revoie là. Comme vous voulez, hein, mais en tout cas là, on est dans le placard, dit Dorine. Ah oui, mais alors dans ces cas-là, je préfère prendre la chèvre, tu vois. Ouais, la chèvre, en plus, c'est bien. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Moi, j'adore. Si vous voulez. Hein, allez, la chèvre. Allez, la chèvre. La chèvre, allez, moi, j'adore. Alors là, je vous dis de suite, la chèvre. Allez, on fait la chèvre. C'est bon. On en a 3 pour la prochaine fois. On a Matrix, Apocalypse Now et la chèvre. Oh, bah là, c'est divers. Ouais. On s'entraîne là-dessus, Fanny. On essaie de coder tout ça. Matrix, Apocalypse Now. Ok, je suis obligée de regarder. Moi aussi, je dois les coder. Hein. Moi aussi, je dois les coder. La chèvre, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, mais Matrix, Apocalypse, c'est long et ça fait longtemps. Mais j'aime beaucoup. On va discuter. C'était super, les amis. Merci. Hein. On se dit ensemble la prochaine fois. On n'attend pas comme ça. Et puis moi, je vais réparer mes trucs pour avoir les youtubeurs à YouTube. Merci, c'était un régal. Bisous. Bisous, ciao. Génial, merci. Hein. Ciao. Ciao. Voilà les amis, c'était le laboratoire d'idées numéro 7. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Petit problème donc avec YouTube. Voilà, il faut que je vois un peu mes. T'as le code, t'as le code d'Apocalypse Now, Nef. Et ben c'est super. Tu as pris de l'avance. Voilà, c'était un régal. Merci à ceux qui lisent mon dernier livre. Voilà, j'ai des lecteurs. Oui, ça existe. Il vient de sortir. Voilà, le monde est flou. Vous voyez, voilà, juste rien à voir, mais quand même, n'hésitez pas. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube qui fonctionnent et où je fais des entretiens, voilà, avec des amis qui ont lu et regardez ces petites vidéos. Ça peut vous donner envie de lire le livre et je compte vraiment sur vous pour le lire. C'est aussi un peu de la fiction. Et je ferai d'ailleurs un entretien avec Marc là sur le livre parce qu'il a lu le livre. Donc voilà, n'hésitez pas à le lire. Et c'est une façon aussi qu'on puisse savoir où on en est et de garder un contact avec vous. Génial parce que là, voilà, il y a des clins d'œil qu'on peut se faire. Il y a un monde commun qui s'édifie à travers cette œuvre lente. Hein, écrire des livres, c'est lent. Voilà, mais c'est une façon aussi de partager ensemble. Et si vous avez des questions, il y en a plein qui m'envoient des petits messages par-ci, par-là. N'hésitez pas à vous servir de ma chaîne YouTube comme une plateforme pour me poser des questions. Donc, vous pouvez très bien, par exemple, commenter les petites vidéos, les petites vignettes que je fais dans la playlist Le Monde est flou. Il y en a maintenant 8, je crois. Voilà, vous pouvez les regarder et je réponds aux commentaires. Donc, n'hésitez pas. Et pareil, hein, là, je vais mettre la vidéo Facebook qu'on vient de finir. Là, celle-ci. Je vais la mettre sur YouTube pour qu'on ait la bonne vidéo. Et les commentaires fonctionnent. Marc lit les commentaires. Donc, n'hésitez pas à dialoguer entre vous. Et il faut vraiment que vous puissiez créer une petite famille connective comme ça, intelligente, et qu'on fasse travailler un peu l'INEX, l'intelligence connective. Voilà, c'est un régal. Je vous donne rendez-vous donc peut-être la semaine prochaine ou peut-être beaucoup plus tôt pour qu'on puisse continuer ce laboratoire de récits. Et donc, on va faire une grande révision. Venez aussi avec vos films, codez des films. À partir de ce moment-là, vous voyez un peu comment on a codé. Je pense que vous pouvez regarder, revisionner la dernière séquence là du Titanic. C'était assez magistral. J'ai trouvé vraiment frissonnant. On a compris Cameron et on a compris vraiment l'astuce grâce au code. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'on vous balance du code. Ça permet vraiment de très très bien comprendre ce qu'il se trame. Et donc, n'hésitez pas maintenant, les films que vous allez voir cette semaine, les séries télé, les films que vous avez vus récemment, à essayer de les coder. D'accord, on commence, je vous redonne le code pour bien vous indiquer les choses. Qu'est-ce que ça veut dire coder? On va essayer de garder le même ordre, comme ça on va parler le même langage. Voilà, vous voyez, donc en bas ça défile. On commence par la problématique, l'action centrale ensuite, l'évolution, l'intrigue. Bien sûr, il y a la guerre que j'ai pas mentionnée, mais il faut comprendre de quelle guerre il s'agit. L'intrigue B, voilà, la deuxième intrigue.
le C éventuellement, et puis la dimension complémentaire. Voilà, donc on va garder cet ordre-là. N'hésitez pas à essayer de coder tout ça pour qu'on s'entraîne et que ça vienne vite, parce qu'après, on va aller plus loin. Après, vous savez très bien ce qui nous attend. On va combler avec des flammes, avec des sens. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de dire la problématique, c'est A comme aventure, mais on aura 50 valeurs possibles sur le A. Vous voyez, donc on dira c'est A12 ou A-4, hein, et ça voudra dire quelque chose. Donc on n'en est même pas là. C'est ce que disait Marc tout à l'heure. On a 8 séances là simplement sur les dimensions, mais ça c'est 15% du système, puisque le reste, qui est très conséquent, c'est, regardez bien dans le lien en description, les9dimensions.fr, vous verrez, il y a 50 flammes, 50 sens, et là c'est une autre galaxie qui s'ouvre. Donc tout ça pour vous dire que ça va être démentiel. On pourra coder des films avec une précision chirurgicale, et on pourra aussi savoir si on écrit ce que l'on veut exactement. Donc on n'en est même pas là. Donc pour ça, il faut bien s'entraîner. Donc je vous encourage vraiment à pratiquer ça, pratiquer ce code, juste les dimensions. Vous les avez là, vous les avez en description de la vidéo. Et voilà. Merci les amis. Jules Verne, voilà, vous pouvez aussi coder bien sûr des romans comme ça, vous pouvez coder des BD, voilà, tout ce qui est scénario en fait, hein, pour vous amuser à voir tout ce qui est scénario en essayant de coder comme ça. Et parfois quand c'est mauvais, vous comprenez que c'est mauvais parce qu'il y a une dimension qui est négligée, oubliée. Donc voilà. Les amis, c'était un grand régal. Portez-vous bien. Faites-vous vacciner si vous le pouvez. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. C'était un régal. Salut les amis.